Bonjour les amis, bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Pour les habitués, je perçois l'immense déception qui est la vôtre de ne pas entendre la sublime Christelle Bonnet. Christelle est partie se faire dorer la pilule à Miami. Elle sera de retour dès la semaine prochaine. Mais restez quand même avec nous, je vais tenter de la remplacer du mieux possible. Ce sera d'ailleurs plus viril et moins correct. Pour m'accompagner aujourd'hui, le seul et l'unique Alex Bardot, qui va d'ailleurs m'assister dans ma mission du jour. Philippe Payores dit Payot va nous rejoindre en direct de Montpellier, puis nous irons ensuite à Toulon où se trouve Arnaud Requena. Alex, je te laisse nous présenter le programme du jour. On va commencer par évoquer la saison du Stade français qui, une fois de plus, ne verra pas les phases finales cette saison. Malgré l'arrivée du milliardaire Hans-Peter Wild à la tête du club, la nomination d'Heineke Meyer comme manager sportif ou les signatures de plusieurs internationaux comme Ficou, Sanchez et Maestri, le club de la capitale n'y arrive toujours pas et on se demandera quel est le problème. On ira ensuite du côté de Montpellier qui réalise une fin de saison en boulet de canon et qui vient d'intégrer le top 6. Pourquoi et comment le MHR est revenu de l'enfer, c'est ce qu'on ira voir avec Payot. Enfin, direction Toulon, pas de phase finale cette année, une première depuis 2011. Les emblématiques Bastaro, Guirado ou encore Fernandez Lobé ont fêté leur DER à Mayol dimanche soir. Ça sent la fin d'une époque, celle des triples champions d'Europe. Le RCT pourra-t-il renouer avec le succès dans l'avenir ? C'est la dernière question qu'on se posera. Vous savez tout, c'est parti, flexion, lié, jeu. Et on débute donc avec le Stade français. On se tourne vers le co-présentateur qui est aussi un chroniqueur pour le coup, Maxime Rollin, qui suit le Stade français pour nous. Est-ce qu'on peut parler d'une saison ratée ? Alors, moi je dirais oui, forcément, il n'y a pas de qualification pour les phases finales du top 14. C'était quand même un des objectifs affichés en début de saison, voire même dès la saison précédente, puisqu'il faut le rappeler, Hans-Peter Wild, nouveau propriétaire du club à la place de Thomas Savard, est arrivé à l'été 2017. Alors la première année, il a fait avec, on va dire. Il n'a pas forcément fait un recrutement de folie. Il n'a pas en tout cas mis son empreinte. Mais depuis la dernière intersaison, Heineke Meyer est arrivé. Il y a eu un gros recrutement, comme on l'a dit dans la présentation. Et il a dit qu'il voulait être champion dans les 3 ans. Lui, il voulait plus entendre de parler d'années de transition, etc. Ça l'insupportait, justement, ce qui avait été souvent répété par le passé, par le précédent président. Donc lui, il avait dit, moi j'arrive, je veux gagner, et dans les 3 ans, on va gagner un titre. Pas de phase finale dès la première année, pour moi c'est un échec, parce que le Stade français avait quand même l'effectif pour au moins décrocher un top 6. Et du coup, ils vont même pas jouer la Coupe d'Europe. C'est-à-dire que la Coupe d'Europe, cette année, la 7e place va être qualificative. Et on sait déjà qu'à une journée de la fin, ils peuvent même pas espérer décrocher, on va dire, cette 7e place qui aurait pu un petit peu sauver les meubles. On se serait dit, bon, ok, pas de phase finale, au moins ils vont jouer la Coupe d'Europe et ils vont revenir un petit peu dans la cour des grands. Eh ben non, l'année prochaine, ce sera encore le top 14, le challenge, et forcément, c'est raté. Le Stade français avait encore une petite chance de se qualifier, et ça passait notamment par un succès à Montpellier dimanche. Et donc, il y a eu des fêtes, avec même bonus pour Montpellier. Philippe Payot, tu suivais ce match pour l'équipe. Comment tu les as trouvés après le match, les Parisiens ? Tu les as trouvés marqués, déçus, ou quelque part, ils s'y attendaient ? Mais avant de parler d'après le match, il y a le match. Le match, sincèrement, l'écart ne reflète absolument pas la résistance de Paris. Vraiment, ils ont fait un gros match, un beau match qui s'est joué à pas grand chose. Ils étaient déçus de pas l'avoir gagné. Je pense qu'ils avaient vraiment les atouts. Ça se joue à rien. On leur refuse 2 essais en 2 minutes qui sont entachés de faute. Il y a aucun souci. Mais bon, s'il y a pas un avant sur ces 2 essais-là, il y a un mauvais écran. Je pense qu'ils le remportent ce match et qu'ils sont toujours en course pour être dans les 6. Donc, ils étaient déçus, oui, bien sûr, mais Peter de Villiers a immédiatement relativisé en disant qu'il avait beaucoup aimé l'attitude de ses joueurs sur les 2 derniers matchs et il espère également que pour le baisser de rideau, ce sera à peu près le même engagement. Et il a souligné l'état d'esprit. Il a dit 3 ou 4 fois dans l'entretien qu'il nous a consacré en fin de match qu'il était satisfait parce qu'il trouvait que cette équipe avait une âme. Et il a également souligné le fait qu'il avait intégré pas mal de jeunes. Donc je pense pas que c'était forcément l'objectif initial
spécial, mais pas mal de jeunes qui avaient tiré leur épingle du jeu et que c'était donc une bonne base de travail pour la saison prochaine. Il s'est déjà projeté, une fois la déception ruminée, il s'est déjà projeté sur la saison prochaine en disant que voilà, cette fin d'exercice devait leur donner un élan pour bien entamer le suivant. Dans le fait qu'il souligne comme ça hier à la fois l'état d'esprit et l'incorporation de ces jeunes, on peut lire en creux que finalement ça veut dire qu'à un moment dans la saison, il y a eu un problème d'état d'esprit. Max, toi qui les as suivis, qu'est-ce qui s'est passé ? On se rappelle que Stade Français avait très bien débuté sa saison, enfin plutôt bien débuté sa saison. Ils étaient dans le top 3, ils ont longtemps été dans le top 3 sur le premier tiers de la saison. Après, à la fin du deuxième tiers, 18e journée, ils ont été éjectés du top 6 pour la première fois. Et ensuite, ils n'ont jamais réussi à rebasculer. Après, l'état d'esprit, c'est un petit peu le problème du Stade Français. C'est que ce club arrive à se créer des problèmes quand finalement, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas forcément sportivement. Il s'est passé des choses sportivement. Ça marchait super bien. Et après, je pense qu'il y a sportivement, il y a eu une cassure. Le match à Toulon, c'était fin janvier, si ma mémoire est... Voilà, ouais. C'était juste avant le tournoi, si ma mémoire est bonne. Ils ont perdu à Toulon sur la dernière action, enfin sur les 2 dernières minutes. Ils menaient, ils ont pris 2 essais en 2 minutes et ils ont perdu. Je pense que là, sportivement, il y a eu une cassure. Ils n'ont jamais vraiment réussi à se remettre de cette défaite. Pas que cette défaite, comptablement, elle était rédhibitoire, non, pas du tout. Mais il y aurait eu cette victoire, ils auraient continué sur leur dynamique, ils auraient été dans le top 6 et là, à partir de là, il y a eu une cassure. Ils n'ont jamais réussi à réenclencher une dynamique. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelques coups, mais jamais ils ont réussi à faire un deuxième coup. Plusieurs fois, on a cru que cette équipe était morte. C'est-à-dire, après la défaite à domicile contre La Rochelle, on s'est dit « Ah, ça va être compliqué ». Non. Après la défaite à domicile contre Toulouse, ça va être compliqué. Non. Ils ont même perdu à Grenoble. On s'est dit « C'est fini ». Et finalement, non. Ils ont même été capables de gagner le derby contre le Racing. Et là, il fallait faire une deuxième grosse perf. Ils ne l'ont pas faite à Montpellier. Mais après, c'est surtout extra-sportivement qu'il s'est passé beaucoup de choses. Heineke Meyer, il a un management qui, je pense, n'est pas forcément adapté au top 14 et aussi à cette équipe un peu particulière, à ce groupe-là du Stade Français. C'est-à-dire qu'Heineke Meyer, il réagit comme en sélection. Il a son équipe type, son 15 type. Quand il y a quelqu'un qui est absent pour blessure, pour suspension, peu importe, il le sort, il en met un autre. Mais il ne fait pas trop jouer la concurrence et ça a créé des soucis. C'est ce qui a entraîné beaucoup de remous en interne. Certains joueurs s'en sont plaints, ont demandé des entretiens avec le propriétaire. Le propriétaire, lui, a donné carte blanche à Heineke Meyer. Donc voilà, tout ça a créé un petit peu de remous. Il y a eu certains clashs avec des joueurs, mais qui ont été un petit peu amplifiés. Bref, tout ça a amené, finalement, comme d'habitude, une sorte de... C'était un petit peu le bordel au Stade Français, comme toutes les saisons. Une année, c'est la fusion, une année, c'est la vente. Et à chaque fois, il se passe quelque chose et c'est pas un long fleuve tranquille. Souvent, ça a fait leur force, mais là, malheureusement, il a manqué un petit peu. Est-ce qu'on peut considérer que Meyer était dans une phase d'adaptation au top 14, mais que son groupe aussi, en quelque sorte, il est en train de le façonner, de le rendre à son image, et que l'an prochain ou dans 2 saisons, on pourrait voir un Stade Français davantage performant et imprégné de la culture Meyer? Peut-être. Maintenant, est-ce que c'est la méthode qui va gagner ? J'en suis pas sûr, parce que ça a été un jeu très restrictif. Finalement, quand ça marchait bien, c'était le jeu de Mike Prendergast et de Julien Dupuis. Julien Dupuis aussi, qui est parti en cours de saison. Et puis à un moment, Heineke Meyer, il est revenu un petit peu en arrière. Il a fait un jeu un peu plus minimaliste. Alors ça a bien fonctionné à l'extérieur, parce que le Stade Français a beaucoup gagné à l'extérieur. Et c'est ce qu'expliquait Peter de Villiers juste avant le match à Montpellier. Il ne voulait pas voir ce match comme un match de phase finale alors qu'il était coup près. Il préférait se dire on a toujours bien fonctionné à l'extérieur. Pourquoi ça ne réussirait pas encore à Montpellier ? Il ne faut pas oublier qu'ils ont gagné notamment à Castres, ils ont gagné notamment à La Rochelle.
Le problème, c'est qu'à la maison, ils n'ont jamais été capables de trouver la bonne formule pour gagner. Et à la maison, ils ont perdu 5 matchs contre quasiment tous leurs concurrents directs. Après, il y a aussi Heineke Meyer qui connaît pas trop ce top 14. Et je pense aussi que le président propriétaire et Heineke Meyer, quand ils sont arrivés, il y a aussi le salary cap, la contrainte des gifs. Je pense qu'ils n'avaient pas tout intégré. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'on allait arriver, qu'ils allaient faire le recrutement qu'ils voulaient, qu'ils allaient aligner qui ils voulaient. Sauf qu'à un moment, les feuilles de match, il faut aligner le nombre de gifs nécessaires. Donc peut-être que ça a joué sur certaines compos d'équipe. Ensuite, il y a un salary cap à respecter. On l'a vu l'année dernière, il y a eu des gros joueurs qui sont arrivés, notamment Maestri, Ficou, Sanchez. Ça coûte beaucoup d'argent. Ils avaient prolongé beaucoup de joueurs à des tarifs très élevés. Et là, pour l'année prochaine, on se rend compte que finalement, c'est compliqué. Donc avec l'effectif qu'ils ont, ils vont perdre quelques joueurs qui sont quand même internationaux. Hein. Je pense à Flancard qui part, même s'il n'a pas joué. C'est quand même un sacré joueur. Gabriac va peut-être partir à la Coupe du Monde. Maestri va partir à la Coupe du Monde. Peut-être. Il aurait fait du bien pendant les 6 mois où ces mecs-là seront absents. Et là, au niveau du recrutement, pour l'année prochaine, il n'y a pas grand monde qui arrive. La recrue star, c'est Matera, capitaine de l'Argentine, mais qui ne va pas être là les 6 premiers mois. Sanchez, le numéro 10, risque de ne pas être là aussi. Donc finalement, moi j'ai un petit peu peur sur comment ça va se passer l'année prochaine. On sait que la Coupe du Monde, c'est une année un peu particulière. Donc je ne suis pas sûr que l'année prochaine, ça aille si mieux que ça. Et qu'est-ce qu'on sait pour finir de l'état d'esprit de Hans-Peter Wild d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il est déterminé à continuer à investir ? Est-ce qu'il est marqué par les échecs ? Est-ce qu'il a appris des choses de ses premières saisons en top 14 ? Tu parlais tout à l'heure du salary cap et des gifs. Ça, j'imagine qu'aujourd'hui, il a compris tout ça. Alors mais ça, est-ce qu'il a compris sur les manières de comment arriver à gagner dans ce top 14 ? Il a compris. Fabrice Landreau qui a remplacé Robert Mort, a été un petit peu recruté pour ça, finalement, pour voilà, il y a des règles à respecter, il faut être dans les clous, et pour recruter un petit peu plus malin, on va dire. Après, Hans-Peter Wild, il donne pas beaucoup d'interviews, c'est pas quelqu'un qui va beaucoup parler. Par contre, quand il parle, il est assez cash, et dans ses dernières sorties, on a bien compris. Le boss, enfin lui, il est pas là tout le temps, et le boss, c'est Meyer. Ceux qui sont pas d'accord avec Meyer, la porte, elle est grande ouverte, il n'y a aucun problème. Ça, c'est assez frappant chez lui. Et d'ailleurs, malgré l'échec de cette saison, il a prolongé Meyer d'une saison. Donc ça prouve qu'il a encore plus renforcé, on va dire, la position d'Heineke Meyer. Après, au niveau de l'investissement, pareil, il a dit que il est là pour longtemps, puisqu'il a dit 100 millions. Voilà, il a parlé de 100 100 millions en 5 ans. Maintenant, ma question, c'est les 100 millions en 5 ans, il y a quand même le salary cap. Donc, il ne va pas pouvoir faire tout et n'importe quoi. Après 100 millions, il va investir dans un nouveau centre de formation pour les jeunes. Alors, ça ne portera pas ses fruits forcément tout de suite. Tout de suite. Et ça, c'est assez marrant parce que finalement, quand ça ne marche pas bien, j'ai l'impression que c'est un peu la mode de dire oui, mais nous, on mise sur les jeunes. Quand Peter De Villiers dit oui, mais on a beaucoup fait jouer de jeunes, c'était pas le but et c'est un peu une fausse excuse. Du côté de Toulon, ça marche pas cette année, on n'est pas qualifié pour les phases finales, on en parlera un petit peu plus tard. Comme par hasard, on a changé de projet et les jeunes, c'est magnifique. Donc, ça me fait un petit peu sourire. On verra, mais quand même, moi, je pense que là, il y a un petit caillou dans la chaussure. Bon, on va passer à un club justement qui a fait jouer des jeunes en fin de saison. Et ça lui a plutôt réussi, des jeunes qui a fait jouer pas forcément les stars de son effectif, ou qui en a écarté certaines. On parle de Montpellier, bien sûr, qui donc, en battant le Stade Français dimanche, avec un bonus de dernière minute, s'est donné l'espoir de se qualifier. Si on se souvient de la situation de Montpellier il y a 2 mois, c'était quasiment inenvisageable. Et puis ils ont fait cette série assez dingue. Avant la dernière journée, donc, ils sont aujourd'hui 6e, à égalité de points avec La Rochelle, mais avec l'avantage du goal average particulier, si je ne me trompe pas. Mais ils sont face à un défi, voilà, des points de terrain. Ils sont face à un défi assez compliqué. Ils se rendent à Clermont dans une semaine, avec pas l'obligation de gagner, mais au moins l'obligation de faire un résultat supérieur ou égal à celui de La Rochelle, qui dans le même temps recevra Bordeaux, lequel Bordeaux sera démobilisé puisque déjà éliminé.
Mais on va pas, on se projettera un tout petit peu après. On va d'abord parler peut-être du Montpellier des 2 derniers mois. Avec toi, Payot, comment tu expliques, toi, que cette équipe ait autant changé de visage je dis 2 mois, mais c'est à peu près ça, hein, je me trompe pas? Non, c'est ça. Mais il y a déjà une image qui en plus fait le lien entre les deux premiers sujets du jour. C'est pendant un bon quart d'heure à la fin du match, Meyer était en train de discuter avec François Stein, avec Gianni Duplessis, avec Ruan Pienaar et avec Johan Guzon. Les anciens joueurs. Donc, les anciens joueurs, ils étaient tous les quatre en costume. Et Meyer venait de perdre et il faisait son recrutement, non? Je ne sais pas s'il faisait le recrutement, peut-être, mais pour situer, je te coupe, Payot, pour situer, ouais. Ces 4 joueurs que tu cites, c'est des joueurs qu'il a, je pense, eu en sélection avec les Springboks, qui sont aujourd'hui à Montpellier et qui font partie des 4 joueurs écartés, je ne sais pas si le mot est bon, mais des 4 vedettes, on va dire, que Montpellier ne fait plus jouer depuis plusieurs semaines. C'est ça. Donc, en fait, pour des raisons diverses, des petites blessures, des choses comme ça, mais des blessures qui, me semble-t-il, ont bien arrangé Verne Cotter. Il a eu moins de scrupules à lancer des jeunes, comme tu disais tout à l'heure. Donc, en fait, tout a commencé après le match de Perpignan. Ils perdent contre Perpignan, qui n'avait pas encore gagné un seul match de la saison. Il faut un match pitoyable à tout point de vue, dans l'engagement, dans l'attitude, dans le jeu, évidemment. Et donc derrière, il y a eu une succession de rencontres avec le président, les joueurs entre eux, et puis il y a certains joueurs qui ont eu à ce moment-là un rôle plus important que les autres, et je pense notamment à Benoît Payog, qui a été le premier à dire aux joueurs qu'ils supposaient tricher légèrement, manquer d'investissement en tout cas, qu'ils n'avaient pas la bonne attitude et qu'ils n'y arriveraient pas avec cette attitude-là. Et dans les joueurs visés, il y avait surtout Ruan Pienaar, il y avait surtout François Stein, qui se la jouait un petit peu tranquille, c'est vrai, Stein était un des meilleurs joueurs de la saison jusqu'à maintenant, mais il jouait son rugby à lui, pas forcément le rugby de Cotter, et il sortait souvent des plans de jeu, mais il a tellement de talent que ça l'empêchait pas de faire des belles parties, mais bon, voilà. Et à partir de ce moment-là, tout est à peu près rentré dans l'ordre. Pienaar a connu un drame familial qui l'a obligé à rentrer en Afrique du Sud, et donc c'est Payog qui a joué. Donc déjà au niveau du jeu, c'était un petit peu différent. Il attaque plus la ligne, il franchit plus, il gère mieux le paquet d'avant. Donc c'était un petit peu mieux. Derrière, Stein s'est légèrement blessé, il a plus joué. Et on a fait jouer Yvan Reyac qui depuis est monstrueux. Et puis même punition pour Gianni Duplessis qui était fatigué, qui était pas forcément lui non plus dans le bon état d'esprit. Donc on a lancé, il y a Sheila Chava qui est revenu à ce moment-là, donc on a relancé Sheila Chava. Guillamon n'était pas blessé non plus à cette période-là, donc il a joué un petit peu. Et le sprinter Momo Aouas également. Donc voilà, ça a fait ils ont commencé par faire un très très bon match à Toulouse où ils perdent. Alors quand on regarde le score, c'est un petit peu pareil qu'hier, c'est-à-dire que le score est ample, mais ils avaient un ballon pour gagner à la fin, à 2 minutes de la fin, ils prennent un contre et donc ça fait, au lieu de gagner, ils perdent de 12 points, mais déjà il y avait beaucoup de mieux. Et ensuite ils ont enchaîné surtout 2 victoires à l'extérieur, à Toulon et à Pau. La confiance est revenue et derrière ils ont pratiqué un très très beau rugby, en jouant beaucoup plus debout, en jouant beaucoup plus avec les arrières, avec un jeu nettement plus collectif, moins basé sur les individualités. Et voilà quoi. Aujourd'hui, ils ont enchaîné 9 matchs pour en gagner 8. Et encore, celui qu'ils ont perdu, c'était au Racing, ils le perdent dans les dernières secondes. J'allais le dire, j'étais à ce match-là. Et s'il l'avait gagné, ça aurait pas été un hold-up. Et aujourd'hui, il serait sur une dynamique mais juste incroyable. Il serait quasiment déjà qualifié. Et on en ferait un favori au titre. Hein. Donc j'étais à ce match-là. C'est vrai qu'on pensait même d'ailleurs qu'à la suite de cette défaite, il serait mort parce que l'écart aurait été trop important. Mais finalement, Castres et même le Racing ensuite ont perdu des matchs. Et c'est ce qui fait un petit peu la folie de cette fin de saison. C'est qu'ils sont encore là. Mais c'est vrai que ce rebond est quand même assez dingue. Payot, ça met en... Cette bonne période, elle rappelle finalement qu'ils ont fait 6 premiers mois exécrables. Et souvent,
Dans le moment, les joueurs ne veulent pas trop en parler quand ils sont la tête dans le seau, mais est-ce qu'aujourd'hui, ils reviennent un peu sur cette période de post-finale 2018 pour expliquer ce qui s'est passé, quoi. Est-ce que c'était un problème d'investissement? Est-ce que c'était un problème d'entente? Est-ce que c'était un problème vis-à-vis de Verne Cotter, vis-à-vis de Moed Altrad? Est-ce que il y avait un groupe divisé? Oui, alors c'était pas vis-à-vis de Verne ni vis-à-vis d'Altrad, c'était un problème tout court, c'était un problème quoi. Voilà, ils sont arrivés sur cette finale-là en ayant gagné tous leurs matchs à domicile avec 40 points d'écart, en ayant gagné 5 matchs à l'extérieur, ils ont fait une saison colossale et puis bon, c'était voilà la grosse ville, le gros club du milliardaire qui allait atomiser la petite ville de sous-préfecture. Donc voilà, c'était aussi clair que ça. Et ils sont tombés de haut, ils sont revenus à l'entraînement entrés dans les pattes. Les blessures se sont enchaînées, les résultats de l'équipe de France, et je parle là pour du Louis Picamol, pour du Kélian Galetier, pour du Yacouba Camara qui s'est blessé assez tôt également. Donc voilà, rien n'a fonctionné. Ils perdent le premier match contre Castres, donc ça fait un coup en mai, un coup en août, ça fait beaucoup. Et puis ce que je disais tout à l'heure pour les Sud-Africains, ça vient de là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça les a moins amusés. Ça les a amusés d'aller jusqu'au Stade de France, c'était bien, c'était voilà. Il faut pas oublier que ce sont des gars qui ont été champions du monde en 2007. Ils comprennent pas trop ce que c'est que le bouclier, le top 14. Ils s'en moquent un petit peu, mais ça leur plaisait bien d'aller jusqu'au Stade de France, de rejouer dans ce grand stade. Donc voilà, ils sont arrivés, ils ont perdu. Après, le chemin, il était beaucoup plus long pour y revenir, et donc ils l'ont emprunté en traînant un petit peu les pieds. Et ça explique toutes ces défaites, tous ces soucis. Voilà. Et puis il aura fallu du temps, et ce match contre Perpignan, pour comprendre que t'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, si à un moment donné tu joues pas un rugby collectif, tu y arrives pas. Et je crois que la force de Montpellier aujourd'hui, c'est d'avoir compris ça. Et même, je trouve moi Montpellier beaucoup plus attractif aujourd'hui que l'année dernière. Mais j'allais te dire, ils ont même un peu changé d'image, parce que s'il y avait bien une équipe pas très aimée dans le top 14, c'était Montpellier, pour les raisons que tu as évoquées un peu tout à l'heure, l'omniprésence des Sud-Africains, un président fortuné. On sait que c'est de la fortune n'est pas toujours bien vue. On a vu plusieurs exemples de présidents pas très aimés dans le rugby depuis 20 ans. Et là, depuis qu'il y a effectivement un changement dans le jeu, on sent aussi un état d'esprit peut-être un peu plus fort, un peu plus cloché, on va dire, dans cette équipe-là. Ouais. Il y a quelque chose qui se dégage de différent, en tout cas. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis on regarde l'essai de Momo Aouas, il est significatif à la fois de la saison de Montpellier, faite de haut et de bas, et à la fois aussi de sa politique aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un gars qui n'était pas forcément censé jouer beaucoup. Il était que le 4e pilier droit cette saison. Finalement, ça fait 2 mois qu'il joue 30, 35, 40 minutes. Voilà. Et puis Montpellier est en train de faire cette remontada avec des joueurs qui sont pas les joueurs grassement payés. Les stars, ils sont les seuls Sud-Africains qui sont sur le terrain aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui sont passés par le centre de formation. Je pense à Paul Villemc, qui est un petit peu français maintenant, mais à Jacques Duplessis. Je pense à Henri Himmelmann, pardon. Et le seul des stars entre guillemets qui continue de s'en sortir, c'est Serfontein. Et voilà, au centre. Et j'oublie, mais volontairement parce qu'il joue pas, il est blessé. Lui, Johan Goosen, qui contrairement à ce que beaucoup ont dit, voilà, tout le monde se jetait son retour en France. Il a été exemplaire dans l'attitude. Donc tout le vestiaire a été séduit par le bonhomme, qui s'est beaucoup investi, qui a beaucoup travaillé, qui est arrivé avec de l'humilité. Il a été beaucoup blessé, donc il joue pas aujourd'hui, mais je pense que s'il n'était pas blessé, il pourrait intégrer la rotation, et il n'est pas, lui, dans cette famille des causeurs de troubles, là, les Piénard, les Duplessis ou les Stein. Voilà, lui, il était un petit peu à part. Et alors, Payot, la dernière question que tout le monde se pose, tu parlais de remontada, est-ce qu'ils vont le faire alors ? Est-ce qu'ils vont aller gagner à Clermont et se qualifier à l'issue du match ? Dans quel état d'esprit ils étaient et comment ils voient ce dernier match ? Alors, moi j'ai des éléments de réponse, j'en ai plein. Le premier, c'est qu'ils ont gagné au Michelin ces 4 dernières saisons. Les 4 dernières fois qu'ils sont allés jouer au Michelin, ils ont gagné. Donc pourquoi pas une 5e ? Mais d'un autre côté aussi, peut-être en avoir marre à Clermont, et puis en ayant perdu hier à Toulon, on est d'accord. Ils voudraient peut-être
aborder la demi-finale avec une victoire. Ensuite, ils sont dans un état d'esprit, Montpellier, où ils sont miraculés. Il peut plus rien leur arriver, quoi. Il peut plus rien leur arriver. Ils ont réussi leur pari, c'est-à-dire qu'ils étaient catastrophiques jusqu'à il y a 2 mois, et aujourd'hui, non seulement ils sont pas loin, mais en plus de ça, ils séduisent. Même Louis Picamol disait, même dans les jeux des arbitres, je vois qu'on est arbitré différemment parce que notre attitude est bien meilleure, l'image qu'on renvoie est bien meilleure. Donc aujourd'hui, ils vont là-bas tranquilles, insouciants, avec des gamins. Je parlais de Rayac, je parle du petit Ngandébé, je parle de tous ces gens-là qui vont avoir envie de jouer le jeu et pourquoi pas, quoi. Je crois pas une seconde, moi, à des échecs de Castres, du Racing et de La Rochelle. Donc je pense que s'ils doivent se qualifier, ce sera en gagnant là-bas. Et très sincèrement, je pense que s'ils se qualifient, il va falloir se méfier d'eux pendant un bon moment encore. Ça, c'est sûr. Et je crois que Clermont l'a bien pigé et qu'ils se disent que. C'est exactement ça. Clermont, l'idée, c'est d'éliminer Montpellier définitivement et aussi de regagner, quoi. Parce que comme tu le disais, ça la fout mal. Ouais, si mes calculs sont bons, en plus, ils les reprendraient en demi-finale. Donc je pense que voilà, ça ne les amuserait pas forcément sur une demi-finale de jouer contre Montpellier, quoi. Et puis, Clermont a tout intérêt, je pense, à faire un gros match parce qu'après, eux, ils auront un trou d'une semaine. Et après, on le sait, souvent, certaines équipes se sont fait piéger comme ça à avoir un trou. Alors, ok, qualifier directement en demi-finale et puis au final, de perdre parce que physiquement, ils n'avaient pas de gros matchs dans les pattes et pris par ceux qui font les barrages et qui sont en pleine bourse souvent. Après, juste une dernière petite chose, il faut pas oublier qu'il y a un personnage central là-dedans qui s'appelle Vern Cotter et que voilà, il a toujours pas trop, il est pas intervenu sur le fait qu'Altrad ait choisi de nommer Garbajosa pour la saison prochaine et de lui confier un rôle un petit peu plus, voilà. En attendant, je sais pas si je dois trahir un secret, mais je vais le trahir quand même. J'avais bu une bière, aussi une bière. Avec Vern Cotter, il y a un petit mois de ça. T'as bu 12 bières avec Vern Cotter, c'est ça quand tu voulais revenir sur ta phrase. Ouais, c'est pour ça. Et en fait, il m'avait dit, tu vas voir. Donc c'était il y a un bon mois, 4 matchs en deçà, quoi. Tu vas voir, on ira chercher la qualification le dernier jour au Michelin et on ira se qualifier au Michelin le dernier jour. Il avait déjà senti l'état d'esprit, la volonté de se rebeller de cette équipe-là et il était non pas convaincu, mais enfin c'était il sait quand il a envie de te faire comprendre certaines choses, il sait être persuasif et j'avais bien entendu son message et donc voilà, il prend toute sa signification aujourd'hui. Je pense que ça va être un joli match et puis encore une fois, j'insiste, 4 fois de suite au Michelin, il n'y a pas une autre équipe qui l'a fait, donc voilà, pourquoi pas, quoi. C'est un jeu qui doit pouvoir quand même embêter Clermont. Bah merci en tout cas Payot, réponse ce week-end et à très vite. À très vite, au revoir. Et on file tout de suite à Toulon, retrouver grande Arnaud Requena. Arnaud, tu nous entends ? Oui. Ah oui, parfaitement. Parfaitement. Alors Arnaud, raconte-nous un petit peu ce Toulon. Est-ce que c'est la fin d'une époque à Toulon, avec cette non-qualification, une première depuis 2011 ? Et si je ne me trompe pas, il ne va pas rester grand monde du triplé Coupe d'Europe 2013, 2014, 2015. Dis-nous tout. Ah ouais. Oui, là, c'est la fin d'une époque, c'est sûr. Et de tête comme ça, je dirais qu'il va rester Tius Bord dans le staff. Et puis Mourad Boudjelal. Et puis Mourad Boudjelal, mais qui joue très peu, rarement. Et puis c'est tout, je crois. Ouais, on doit peut-être en oublier Gilles Panzani. Un ou deux, mais... Ouais, Gilles Panzani qui joue pas non plus. Mais en tout cas, des cadres de cette équipe, il restera personne. Non, mais même Escan est parti, par exemple. Hier soir, il a été fêté. Donc, même des remplaçants sont partis, quoi. Suta, que j'ai croisé hier soir après le match, a fini l'année dernière. Non, il doit plus rester grand monde. Et alors, c'était une volonté. Mourad Boudjelal me parlait là il y a quelques temps. Il dit, je crois qu'il va falloir faire couper, quoi. Couper avec ceux qui ont gagné la Coupe d'Europe et repartir sur autre chose. Alors, il va couper sans couper, puisque a priori, Mathieu Bastaro va revenir dans un an. Et hier, c'était assez... bon, le match,
C'était daubesque, dirions-nous. Il pleuvait, c'était clairement, il y avait une équipe mitigée et Toulon voulait gagner. Bon, enfin, c'était pas terrible. Mais comme dirait Patrice Colazo, s'il m'entendait surtout, qui est-ce qui a fait le bonus offensif contre Clermont cette année? Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est dit. Mais c'était paradoxalement, j'ai trouvé, il me semble que Colazo, je l'ai pas vu heureux comme ça dans la saison, quoi. Il y a quand même l'impression qu'ils finissent la saison avec une dynamique positive. Mais avec une petite dynamique, et il en a encore parlé hier. Pour lui, c'est l'institution, c'est le club qui compte. Voilà. Après, mais hier, c'est lui qui avait organisé les départs. Mourad Boudjal a fait jouer l'hymne argentin pour Juan Lobé qui était en pleurs, mais Colazo était au courant. Et puis la descente de bus, c'est lui qui avait orchestré ça, qui avait dit voilà, les grands partants passeront devant l'un après l'autre. Et on l'a vu embrasser tous ces joueurs après le match. Et vraiment, il était même en conférence de presse, on voyait qu'il était il était heureux, quoi. Il a reconnu, parce qu'il y a que lui qui peut le dire, les médias n'ont pas le droit de critiquer qu'ils étaient pas bons en début de saison, que depuis quelques mois ça marchait mieux. Juan Lobé, qui part, donc lui a dit, je crois qu'il fallait qu'on vive une saison comme ça après les années de Bernard, une saison comme ça où ça marche pas. Et en gros, il disait et qu'on arrête de se mentir et qu'on se dise les choses. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, cette saison blanche, elle semble se dérouler dans le calme, finalement. C'est-à-dire, effectivement, déjà par le simple fait que Patrice Colazo soit toujours en place, il va le rester, contrairement à pas mal de ses prédécesseurs. Et puis même vis-à-vis du public, j'ai pas l'impression que ça soit fini en queue de poisson hier. Le public, il était las depuis quelques mois quand même. Hein. Et après, ils ont quand même fini en faisant des gros scores. Bon, contre Bordeaux, Agen, je crois. Et là, Clermont hier, où le public, et puis le public, ça fait quand même quelques semaines que Mourad Boudjal, il essaie de faire passer la pilule en annonçant l'arrivée d'Eben Etzebet, que ça ira mieux l'année prochaine, etc. Mais alors justement, est-ce que ça va aller mieux? Parce que finalement, c'est la question qu'on se pose, c'est comment repartir sur un nouveau projet, finalement. C'est quasiment un nouveau projet. Oui, c'est un nouveau cycle. Mais en fait, ce qui va être étrange à gérer, c'est que pour le coup, Colazo, qui a ses défauts, ses qualités, ses défauts, dont son mauvais caractère, il est vraiment défendu par ses joueurs, quoi. On ou off, les vieux, les jeunes. Ils le défendent, mais là, Juan Lobé, qu'il a beaucoup défendu hier, bon, lui, ça va. Pas parce qu'il est fâché, mais parce qu'il est appelé avec la sélection argentine. Bastaro et Guirado, qui l'ont protégé aussi toute la saison, s'en vont. Les jeunes, ils sont plus jeunes, mais c'est qu'il va falloir rester là-dedans, quoi. Dans le fameux credo de Colazo, il y a une institution, le club, et les individus passent derrière. Mais alors, par contre, il se braque dès hier soir, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était la réflexion. Il se braque à la moindre chose qui vient de l'extérieur. Mais en intérieur, il a quand même tenu la. Ah oui, parce que hier, en fait, Juan Lobé expliquait qu'il fallait presque repartir de zéro, tout ça, et je lui demandais en conférence de presse, mais est-ce qu'il fallait tout raser pour que Patrice Colazo, qui est un bâtisseur, reconstruise dessus? Alors, Colazo, entendant le mot bâtisseur, un peu maugré, mais Juan Lobé disait, remarque, déjà la maison ne tenait pas beaucoup, donc il n'y avait pas grand-chose à casser. Il n'y avait pas grand-chose à casser. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'Arnaud, ils vont repartir sur un nouveau projet avec notamment des jeunes, parce qu'ils en parlent beaucoup, Mourad en parle beaucoup. Mais qui vont être un peu les leaders de cette équipe? Parce qu'il va falloir des leaders quand même. Des leaders, tu vas avoir quand même. Tu peux quand même espérer que Baptiste Serin, qui est demi-mêlée de l'équipe de France, peut être leader au RCT quand même. Mais il arrive. D'accord, il arrive, mais bon, il est demi-mêlée. Eben Etzebet, qui fait peur à tout le monde, peut-être même à lui-même en se regardant dans la glace, va impressionner les gens en face.
Qui est-ce qui arrive Moi, je parlais de joueurs qui connaissent quand même ce club. Tu sais qu'il est particulier. Oui, ouais, mais alors pour le coup, les jeunes, ils connaissent puisqu'ils sont nés là. Mais bon, eux, ils sont trop jeunes. Bello, qui a du caractère et qui est là depuis quelques années quand même, qui est arrivé adulte, il peut faire ça. Il y a quand même Lacafia, qui est qui est là depuis 3-4 ans leader maintenant. À sa façon. Olivon, s'il est épargné par les blessures, il peut prendre en voie. Olivon, quand même, il s'exprime sur le terrain, il parle, il règle les uns les autres. Déjà, il s'occupe de la touche, de commander, de prendre les ballons. Il y a quand même quelques joueurs, quoi. Tu crois en cette équipe? Tu crois encore en cette équipe? Cette équipe va rebondir? Ah non, c'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas. Moi, cette équipe-là, elle va finir 10e et j'ai pronostiqué avant le premier match qu'elle serait 10e parce qu'elle n'était pas bonne. Elle était pas bonne, elle a été bricolée et on y a mis un manager qui n'a pas fait le recrutement, qui est bon, etc. Là, il aura eu le temps. Par contre, il va falloir que ça marche parce que Mourad, les jeunes, ceci et cela, qui chantaient le pilou-pilou quand les espoirs étaient champions de France, il va pas le faire 10 ans de suite, à mon avis. Il faudra chanter le pilou-pilou avec les pros, quoi. D'ailleurs, il l'a dit hier au micro avant le match, il a dit on ne sera pas en vacances chaque année le 25 mai. Et quel est l'objectif annoncé pour la saison prochaine? Est-ce qu'il vise la qualif ou... Je pense, mais là, il n'y a pas d'objectif. La saison, elle n'est pas finie. Donc là, vraiment, ils n'ont pas parlé de ça, quoi. C'était pas du tout. En plus, hier soir, c'était pas le moment de ça, quoi. Mais quand ils se projettent, que ce soit Mourad Boudjal ou Patrice Colazo, ils se projettent sur réussir vite une bonne saison ou sur un projet à 2-3 ans, comme on dit Ça peut prendre du temps, mais Mourad Boudjal, lui, ça fait une saison blanche, une deuxième. Faire une Clermont comme l'année dernière, puis se qualifier derrière comme Clermont cette année, je pense que ça lui irait très bien. Enchaîner une deuxième, ça ferait beaucoup, quoi. Hein. Ça ferait beaucoup. Après, on parle des jeunes. Colazo, il l'a dit souvent. Il a dit, moi, je vais pas mettre des jeunes parce que c'est des jeunes. Les jeunes qui vont jouer, c'est parce que j'estime qu'ils sont bons. Et lui part d'un truc parce il ferait peut-être pas ça ailleurs, mais il est passé avant eux, il est toulonnais. Et il dit, moi, je pense qu'un jeune de Toulon ou de sa région, quand il intègre l'équipe première du RCT, il a beaucoup moins de raisons de s'en aller. Mais, en revanche, je ne le fais pas jouer pour le faire plaisir s'il n'est pas bon. Mais la manière de les conserver et de grandir, il dit, c'est d'en avoir et de les intégrer quand il le juge bon, quoi. Il avait fait une présentation au mois de novembre ou décembre. Le RCT avait fait une présentation. Colazo avait parlé. Il avait parlé d'un mix entre vedettes et stars confirmées, genre Edzebet, des jeunes et des valeurs sûres de top 14 qui ne sont pas forcément internationaux. Ce qui faisait un peu à La Rochelle, finalement. Voilà, et lui-même disait, je ne m'interdis pas, je regarde la Pro D2, quoi, pour essayer d'attirer quelques talents. Il veut faire un mix, quoi. Ouais. Mais lui, il sait que ça... Alors, à la fois, il sait que ça peut pas se faire en 3 mois, mais comme il veut pas parler, il l'explique pas. Et quand vous dites que c'est un bâtisseur, il hausse les yeux au ciel. Oui, parce que de toute façon, on sait qu'à Toulon... Il y a un impatient à la tête de ce club-là. Donc, les bâtisseurs, être bâtisseur à Toulon, c'est un risque en soi. Il faut avoir des résultats assez vite. Oui, c'est un risque en soi. Et puis, après, le public, il est quand même avec Colazo. Moi, j'ai discuté régulièrement dans la saison avec des gens qui disaient, bon, Patrice, il est d'ici, on lui fait confiance. Bon, voilà. Et les gens, ils s'étaient très vite fait à l'idée que cette équipe ne se qualifierait pas. Continuer à aller au stade, mais en octobre, il se disait cette équipe ne se qualifiera pas, elle a fait pas la maille, voilà. Mais il disait bon, mais Colazo il est d'ici, il va faire jouer. Et je pense pas un instant que Colazo a fait jouer un joueur un jeune Toulonnais pour se mettre le public dans sa poche parce qu'il fallait qu'il gagne les matchs, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, il en a quand même lancé quelques-uns. Gros, il avait joué un match sous Galtier, donc on peut pas dire qu'il a lancé. Mais en revanche, Gros, il a joué, je crois, 16 ou 17 matchs en pro cette saison. Carbonel en a joué autant. Après, il a sorti des joueurs qui sont passés un peu de façon éphémère. Smiley, Cotin, le demi-de-mêlée, Van Wenberg, le géant deuxième ligne qui a fait jouer 8, là, qui a 18 ans. Mm-hmm. Il y avait un ailier que moi j'ai vu 2 ou 3 fois bon et puis qui est sorti du groupe là, Simon Moretti. Mais moi je crois que cette année c'était brinque-ballant, quoi. C'était fin de règne, quoi, fin de tout.
Toute la question, c'est de savoir comment ils vont redémarrer, et ça, on verra. Ça, on rappelle ça, que les espoirs tu le sais toulonnais ont pas. été champions de France la semaine dernière, sacrés champions de France la semaine dernière, mais entre les espoirs et le top 14, et le top 14, on sait il y a qu'il y a souvent toujours un gap. ouais, un Et gros on gap. laisse, Tu vois, on a discuté hier avec Guillaume Guirado en zone mixte et qui disait moi, parfois, j'ai secoué les jeunes cette année parce que je veux leur faire comprendre qu'il faut passer un palier. Et il dit, et franchement, l'année prochaine, avec une saison de plus, je suis confiant pour eux, quoi. Et ben, ce sera le mot de la fin, Arnaud. Merci à toi en tout cas. La bise à Patou. Et, La bise à Christelle. Et rendez-vous donc l'année prochaine pour voir si le RCT est de retour au sommet. C'était Crunch, le podcast avec la rédaction de l'équipe. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec Christelle.